Tout d'abord, il faut souligner que le droit international humanitaire fait partie du droit international public. Et le droit international public, et je dirais même l'état de droit, la primauté du droit dans de nombreux pays sont menacés. Et à mon avis, d'autres branches, peut-être davantage que le droit international humanitaire. Pensez à l'interdiction de l'usage de la force. Euh, Tout au moins, publiquement et dans son discours, le président Trump et le premier ministre israélien, mais encore plus le président Trump, n'a même pas essayé de justifier en droit international euh, l'attaque contre l'Iran. Et Poutine a essayé, mais avec des arguments tellement faibles, euh, de justifier son agression de l'Ukraine que l'interdiction de l'usage de la force est affaiblie. Le droit du commerce international, n'est-ce pas, les droits de douane euh, de Trump, de nouveau, euh, sont tout de même contraires aux règles de l'OMC. Oh, mes étudiants estimaient toujours que l'OMC, c'est beaucoup trop puissant, etc. En réalité, euh, les États européens, la Suisse, mais aussi l'Union européenne, qui est tout de même commercialement suffisamment forte pour résister, elle n'a même pas invoqué les règles du droit international, mais elle a fait un deal sur une place de golf. Et que dire du droit international des droits humains? Je dirais, euh, tout au moins les progrès des derniers 30 ans sont euh, menacés et beaucoup plus d'États que juste les États-Unis les relativisent et les défenseurs, les États défenseurs des droits humains deviennent de plus en plus discrets. Et le droit international de l'environnement, mais pensez-y, avec un président des États-Unis qui nie le changement climatique. Nous deux, Patrick et moi, on est près de Genève et on sait qu'il y a un changement climatique aujourd'hui. Euh, bon, ce ne sont pas tellement les violations qui ont augmenté. En réalité, il y a toujours eu des violations. Mais ce qui a vraiment diminué sont les tentatives des dirigeants de les justifier en invoquant le droit. Mais là, on peut en discuter. À mon avis, quand on viole des règles, mais on prétend que les faits sont tels que le droit serait respecté, on euh, met moins en danger le droit que si on se comporte comme, je dirais, Poutine et Trump, comme si le droit n'existait pas, que si on n'essaye même pas de justifier ce qu'on fait sous le droit international. L'ancien secrétaire général des Nations Unies, Boutros Boutros-Ghali, a bien défini le droit international comme la grammaire des relations internationales. Or, si on fait des fautes, et moi j'en fais en français par exemple, aussi longtemps qu'on ne prétend pas que ça c'est juste, euh, on ne met pas la grammaire tellement en danger. Et ce qui est encore pire, c'est que les réactions des autres États, y compris des États victimes, euh, ils n'invoquent plus le droit. Quelque part, l'Union européenne a probablement correctement analysé que si elle avait reproché à Trump de violer les accords de l'OMC, ça aurait été une provocation ultime. Or, c'est ça le droit. Maintenant, le droit humanitaire, disais-je, il est quelque part euh, moins menacé que d'autres branches, parce que l'idée de base que celles et ceux qui ne participent pas ou plus aux hostilités doivent être traités humainement, personne
ne nie ou ne conteste cette idée de base, ce qui n'est pas le cas, par exemple, en ce qui concerne le droit international de l'environnement et de larges parties du droit international des droits humains, tout au moins des progrès les derniers 30 ans. En plus, il faut tout de même admettre qu'il serait étonnant que dans une situation telle qu'un conflit armé où la survie de l'individu, du groupe, de l'État est en question, les règles juridiques soient régulièrement respectées. Ce serait quelque part un monde absurde. N'est-ce pas? Si le droit international était respecté, il n'y aurait pas de conflits armés internationaux. Et donc, le droit humanitaire n'existerait que pour les conflits armés non internationaux. Et là, je dirais que la plupart des conflits non internationaux n'existeraient pas si les droits humains étaient respectés partout. Euh, Et il faut donc se rappeler que le droit international humanitaire s'applique à une situation qui est déjà une violation et où en plus il y a même euh, si le droit humanitaire est respecté, il y a plein de violences, plein de souffrances, et donc il n'est pas étonnant que les règles qui régissent la conduite de la guerre ne sont pas parfaitement respectées. Et puis, en réalité, les règles du droit humanitaire sont en fait beaucoup plus souvent respectées que ne le croit l'opinion publique. Les médias, les ONG, les tribunaux pénaux traitent, et c'est juste, des violations. Personne ne fait un rapport sur le respect du droit humanitaire. Et il y en a des exemples de respect du droit humanitaire dans la guerre illégale dans son déclenchement euh, des États-Unis contre l'Iran et aussi de la Russie contre l'Ukraine. Mais il n'y a pas de rapport là-dessus. Et moi, je ne peux vraiment vous donner des exemples que de l'époque où moi j'étais sur le terrain, mais je suis totalement convaincu que aujourd'hui c'est la même chose. Deux exemples. J'ai commencé mon travail au CICR dans la guerre, aujourd'hui totalement oubliée, entre l'Iran et l'Irak. Et j'étais du côté de l'Irak. euh, et je dois dire que Saddam Hussein, qui était tout de même un des régimes les plus inhumains imaginables, il a tout de même traité les prisonniers de guerre iraniens plus ou moins conformément à la troisième convention de Genève. Et ensuite, j'ai travaillé en ex-Yougoslavie et j'ai travaillé avec les Bosniens, les Serbes de Bosnie. Et là, je dois vous dire que j'avais des interlocuteurs qui ne disaient pas, nous, le droit humanitaire, ça ne nous intéresse pas, qui connaissaient, formés dans l'armée yougoslave, le droit humanitaire et qui faisaient des grandes discussions sur l'interprétation des règles ou la non-applicabilité de certaines règles, vu que ce n'était pas un conflit armé international, etc. Mais on ne peut pas dire que euh, ça leur était totalement égal. Et il y avait plein, et il y a dans tous les conflits armés plein d'exemples de respect du droit humanitaire. Un des problèmes, et on n'ose pas tellement le dire, c'est que le droit humanitaire est en réalité moins humanitaire que ne l'attend l'opinion publique. N'est-ce pas? Même si le droit humanitaire était parfaitement respecté, de nombreuses personnes, y compris les civils, mourront et souffriront. N'est-ce pas les civils, je vous le rappelle, si on attaque un objectif militaire ou des combattants, il n'est pas interdit de mener une telle attaque, même si on doit s'attendre qu'on va également tuer des civils aussi longtemps que la règle de la proportionnalité est respectée et les précautions pratiquement possibles sont prises
À Genève, je donnais toujours l'exemple pour convaincre mes étudiants, et ça a une certaine importance pour Mariupol et pour Gaza. Euh, Si il y avait une guerre entre la France et la Suisse, et la France voulait attaquer Genève, et la Suisse veut défendre Genève, et c'est pas interdit en droit humanitaire de défendre Genève. Alors, même si la France respecte parfaitement le droit humanitaire, vu que les troupes suisses vont nécessairement prendre position, parce qu'à Genève, vous devez prendre, si vous voulez la défendre, dans les maisons civiles, n'est-ce pas? Euh, et donc, il y aura plein de maisons détruites. Et beaucoup de civils, même s'ils sont totalement convaincus que la France respectera parfaitement le droit humanitaire, s'enfuiront de Genève. Donc, même beaucoup de déplacements ne sont pas nécessairement une preuve que le droit humanitaire euh, n'est pas respecté. Ce n'est qu'en temps de paix que le respect de tous les êtres humains peut être garantie, et ça, c'est tout de même, avec tout mon engagement pour le droit humanitaire, il faut rappeler que la solution, et vous qui militez pour le désarmement nucléaire, vous êtes sur cette piste. La solution est la paix et le désarmement. Le droit humanitaire n'est pas une solution, c'est un minimum inévitablement insuffisant d'humanité dans une situation profondément inhumaine qui est le conflit armé. Une, un développement préoccupant est que ce que les juristes appellent la séparation entre jus ad bellum et jus in bello est de moins en moins accepté, n'est-ce pas? Il y a le jus ad bellum, il dit quand il est licite et quand il est interdit de faire la guerre. Et le jus in bello, le droit humanitaire, dit ce qu'on a le droit de faire dans la guerre. Et il faut séparer les deux. Et les deux parties de tout conflit armé ont les mêmes obligations. Mais, et ça, c'était tout de même très largement accepté, mais récemment, tout au moins dans l'opinion publique, mais aussi dans le discours des États, on a l'impression qu'on n'ose plus dire cela. Moi-même, j'ai fait l'expérience au début du conflit en Ukraine, quand euh, il y a eu le siège de Mariupol. J'ai dit à la radio suisse, aussi longtemps que les troupes ukrainiennes défendent chaque maison à Mariupol, les troupes russes peuvent attaquer chaque maison, les troupes ukrainiennes. Il y a eu un shitstorm dans les médias sociaux. Comment peut-il dire ça? Les Russes n'ont aucun droit. C'est les agresseurs. Et nous le voyons tout autant dans la discussion concernant le conflit euh, à Gaza ou en Iran. À Gaza, celles et ceux qui militent pour le droit du peuple palestinien pour l'autodétermination, qui, en droit international, peut s'exercer également par l'usage de la force, euh, relativise le 7 octobre 2023. Or, il y avait clairement des violations du droit humanitaire. Elles ne peuvent pas être justifiées par le droit à l'autodétermination des peuples. Et celles et ceux qui ont de la sympathie pour Israël invoquent le droit à la légitime défense euh, d'Israël, qui est contesté dans ce contexte. Mais même s'il existe, justement, légitime défense, il faut aussi respecter le droit international humanitaire. Et en ce qui concerne l'Iran, et je vous ai dit que je suis convaincu que Israël et les États-Unis ont violé le droit international en attaquant l'Iran, il y a tout de même beaucoup de gens qui disent, mais bon, le régime iranien est tout de même un régime terrible. Mais c'est pas parce qu'il y a un régime terrible qu'on a le droit de faire la guerre. En plus, donc, même
s'il est clair pour moi que les États-Unis et Israël ont attaqué l'Iran, cela ne signifie pas que tous les actes des États-Unis et d'Israël violent le droit international humanitaire. Juste pour donner un exemple, le blocus des ports euh, iranien, vu que, à ma connaissance, personne en Iran euh, souffre de faim parce qu'on ne peut plus importer des euh, vivres, est admis sous le droit traditionnel de la guerre navale, tout comme d'ailleurs les Iraniens peuvent s'en prendre aux navires des États-Unis et de leurs alliés, et ils ont le droit de visiter les navires neutres pour vérifier s'il y a ce qu'on appelle de la contrebande. Ah non, les règles de fond du droit humanitaire sont, à mon avis, adaptées à leurs objectifs et aux réalités des conflits armés internationaux, tout au moins. N'est-ce pas? Là, il y a tout de même un changement très fondamental. Il y a 5 ans, on disait la faiblesse du droit humanitaire, c'est qu'il est très développé pour les conflits armés internationaux, mais la réalité, c'est des conflits armés non internationaux. Attention, encore aujourd'hui, il y a beaucoup plus de gens qui meurent et qui souffrent dans des conflits non internationaux que dans des conflits internationaux. Ça, c'est une manipulation des médias parce que la guerre, ça fait plus d'impression. En plus, si elle est plus proche de nous, comme en Ukraine, ou un peu proche, comme à Gaza, que le beaucoup plus grand nombre de personnes civiles tuées en République démocratique du Congo ou au Soudan, dont on parle tout de même très peu. Mais euh, le droit international humanitaire des conflits armés non internationaux s'est tout de même aussi développé, en partie par le biais de prétendues règles de droit humanitaire. Là, il y a tout de même quelques doutes sur le réalisme de ces règles pour les groupes armés non étatiques, parce que des règles qui sont pas réalistes ne protègent personne. Mais pour parler des conflits dont Patrick parlait, Gaza, le Liban, l'Ukraine, l'Iran, le droit humanitaire est parfaitement adapté à ces conflits. Bon, il y a tout de même certaines exceptions. Certaines subtilités techniques ne fonctionnent évidemment plus, y compris l'obligation de payer une avance de solde en France-Suisse à les prisonniers de guerre, mais aussi le fait que les navires hôpitaux n'ont pas le droit d'avoir un code. Or, nous avons tous un code sur notre téléphone portable. Il n'y a plus des transmissions en clair. Ça n'existe simplement plus. Mais ce sont tout de même des détails. À mon avis, la cyberguerre est tout de même un problème pour lequel le droit humanitaire n'est pas adapté parce que ou bien il est trop inclusif ou trop peu inclusif. En plus, le droit humanitaire part beaucoup de l'idée que j'ai mon territoire propre et il y a un territoire ennemi, mais le cyber, il est un peu partout. Euh, la distinction entre bien civil et objectif militaire s'estompe parce que l'Internet sert aux deux. D'ailleurs, c'est une faute des États qui n'ont pas créé des réseaux distincts pour les militaires et pour les civils, mais que les militaires utilisent le même Internet. Peut-être aussi l'aide humanitaire. Et les règles sur l'aide humanitaire, et ça en relation avec Gaza, on a souvent oublié, ne sont pas totalement réalistes parce que un des points importants est l'aide humanitaire ne peut bénéficier qu'aux civils. Et celui qui laisse passer de l'aide humanitaire
a le droit, c'est pas moi qui a fait cette règle. Elle est inscrite dans la Convention de Genève et dans les protocoles additionnels, peut exiger que la distribution de ces euh, biens alimentaires, pas les médicaments peuvent bénéficier à tout le monde, tandis que l'assistance alimentaire, soit la distribution soit contrôlée. C'est irréaliste. Aucune organisation humanitaire ne peut contrôler qu'à Gaza, les combattants du Hamas ne bénéficient pas également de euh, cette assistance humanitaire. Et la même chose à Mariupol, n'est-ce pas? Quand la Russie a laissé rentrer de l'assistance humanitaire à Mariupol, personne dans le monde ne peut empêcher que les familles ukrainiennes à Mariupol donnent également aux soldats ukrainiens à Mariupol à manger. Donc, ça, c'est une faiblesse, mais c'est tout de même, voilà mes exemples, hein. Peut-être un autre problème, mais c'est pas tellement un problème de règles de fond, mais plutôt de difficulté de mise en œuvre ou de contrôle. C'est l'absence d'obligation de transparence ou de présomption en ce qui concerne le ciblage, n'est-ce pas? Le problème avec le ciblage et que l'attaquant prétend toujours qu'il voulait attaquer des objectifs militaires et l'attaqué dit il n'y avait que des civils. Et dans la plupart des cas, nous ne savons pas ce qui est vraiment vrai. Et pour connaître, pour appliquer la règle de la proportionnalité, on devrait par exemple savoir quel était l'avantage militaire visé par l'attaquant. Or, l'attaquant ne nous raconte pas ça. Et même si on pouvait souhaiter qu'il y ait des présomptions du genre de dire, vous, Israéliens, vous dites que sous cet hôpital, il y avait un poste de commandement euh, du Hamas, prouvez-nous. Mais simplement, une telle règle n'existe pas en droit humanitaire. Euh, Bon, voilà, il y a quelques exceptions, mais attention, je pourrais maintenant parler pendant une heure sur les règles qui sont totalement adaptées, le traitement des prisonniers de guerre, le régime des territoires occupés, tout ça, c'est parfaitement adapté, et aussi la plupart des règles sur la conduite des hostilités, avec cette petite exception de la difficulté de connaître les faits. Un vrai problème sont les interprétations abusives, soit permissives, contraires à l'objet et au but du droit humanitaire, n'est-ce pas? Henri Dunant, il a pris l'initiative du droit humanitaire moderne pour protéger des gens, tandis qu'aujourd'hui, on entend très souvent que en particulier les États-Unis, on invoque le droit humanitaire comme justification pour tuer des gens. The laws of war, eux, ils disent pas droit humanitaire, comme base légale pour détenir des gens qu'ils ne pourraient pas détenir sous les droits humains. Guantanamo, c'est ça, n'est-ce pas? Euh, ou c'était ça. Bon, il y en a toujours quelques-uns, mais on les oublie un peu. Euh, Alors, il y a de la manipulation euh, pour la mauvaise cause, mais aussi pour la bonne cause, n'est-ce pas? Il y a tout de même beaucoup d'ONG, beaucoup de professeurs, beaucoup de militants humanitaires qui prétendent que tout ce qu'ils trouvent inhumain, et il y a plein de choses inhumaines dans les guerres, est interdit par le droit international humanitaire. Or, ils rendent ainsi le droit humanitaire irréaliste pour les destinataires. Parce que si on suivait certaines propositions, ce serait le paradis. Et simplement, la guerre deviendrait impossible pour les militaires. Or, ils vont pas respecter ça. Et là, la guerre en Ukraine est tout de même quelque part, moi, dans mes arguments, mais très utile,
dans ce sens, parce que maintenant, je peux dire aux gens, ouais, mais vous admettez que les Ukrainiens doivent pouvoir se défendre. Vous pouvez pas adopter des règles de droit humanitaire qui rendent impossible aux Ukrainiens de se défendre. N'est-ce pas? Parce qu'avant, il y avait un peu l'impression que de toute façon, il faut faire l'amour plutôt que la guerre. Tandis que l'exemple de l'Ukraine montre tout de même qu'il faut trouver un équilibre, n'est-ce pas? Et que des interprétations trop humanitaires nuisent au droit humanitaire parce qu'ils le rendent irréaliste. Et maintenant, moi, je suis d'accord qu'il faudrait avoir des règles humanitaires supplémentaires, mais j'ai de grands doutes qu'elles seraient acceptées par les États et souvent, elles rendraient, je l'ai dit, impossible le recours réussi à la force pour une raison légitime. Donc, encore une fois, on ne peut pas interpréter le droit humanitaire de la manière à ce qu'il rende à l'Ukraine impossible de se défendre. Mais encore une fois, j'aurais dû parler pendant une heure sur les règles qui sont parfaitement adaptées et même l'interprétation. Il y a des divergences de bonne foi d'interprétation, mais ce sont des questions marginales. Le vrai problème, c'est la mise en œuvre. D'ailleurs, c'est intéressant que en français, on appelle ça mise en œuvre. En anglais, enforcement, c'est tout de même un peu plus fort, hein. Et de l'enforcement, il y en a très, très peu pour le droit humanitaire, mais c'est une faiblesse générale pour le droit international. Nous n'avons pas d'État mondial, de police mondiale, nous n'avons les États et aucun État n'a voulu avoir un système efficace de enforcement qui garantisse que les règles de droit international soient respectées. Et malheureusement pour le droit humanitaire, il y a des violations généralisées, ça c'est vrai, et un silence sélectif de la communauté internationale. Moi, j'ai publié dans l'annuaire français un article un peu optimiste suite à la réaction très forte de l'opinion publique occidentale vis-à-vis des violations du droit humanitaire par la Russie en Ukraine. Et ensuite est venue la guerre à Gaza. Et les mêmes États n'ont pas suivi la même chose. Et la sélectivité, le double standard, est poison pour la crédibilité des règles juridiques. Aujourd'hui, et moi je suis d'accord, pour moi aussi, Pedro Sanchez est un héros parce que il dit certaines choses que les autres n'osent pas dire concernant Gaza et concernant le comportement israélien. Mais là aussi, je dois vous dire, le même Pedro Sanchez, quand on parle des pauvres Sahraouis, il se tait totalement et c'est sous son gouvernement que l'Espagne, qui a une responsabilité historique particulière pour les Sahraouis, a totalement abandonné les Sahraouis et s'est alignée sur la position marocaine. Et je vous rappelle que selon la Cour internationale de justice, la présence marocaine au Sahara occidental est une occupation. Euh, Maintenant, le CICR. Le CICR, évidemment, moi, je ne peux pas parler contre le CICR, mais le CICR privilège l'accès et le dialogue bilatéral et confidentiel. Et donc, il ne peut pas vraiment enforce. Et il n'a pas les forces armées. Enforce, ça veut dire force, hein. Ce seraient les États qui devraient enforce. Euh, et malheureusement, même avec cette politique très prudente, l'accès du CICR diminue. Là, il y a tout de même une réalité que le CICR va tellement, pas tellement vous dire, n'est pas? Mais c'est tout de même incroyable que depuis le 7 octobre 2023, pour la première fois depuis 1967, le CICR n'a plus accès aux détenus palestiniens.
Et dans une situation traditionnelle de guerre, où il y a un intérêt mutuel au traitement humain, comme la Russie et l'Ukraine, le CICR n'a toujours pas accès à la majorité des prisonniers de guerre ukrainiens en Russie et un grand nombre de prisonniers de guerre russes en Ukraine, n'est-ce pas? Et le CICR n'ose plus le dire. À notre époque, Patrick, mais tu me corrigeras. Moi, j'avais appris, le CICR dit ce qu'il peut faire, mais ne dit pas ce qu'il peut voir, n'est-ce pas? Et ça, aujourd'hui, posons-lui la question. Vous avez le droit de visiter combien de prisonniers de guerre en Russie? Ils te le diront pas. Parce que ils se disent, on va les provoquer, n'est-ce pas? Et les Ukrainiens encore pire. Au début du conflit, le CICR a parfois critiqué l'Ukraine. Or, les États européens étaient scandalisés. Comment vous pouvez faire ça? Les Ukrainiens qui se défendent. Bon, il y a tout de même une multiplication des initiatives pour obtenir un renouvellement de l'engagement en faveur du droit humanitaire, et Patrick en a parlé, on peut espérer que quelque chose en ressort. J'étais impliqué dans certains des work streams et je dois dire que les États font des beaux discours humanitaires. Et le CICR, vu qu'il dit il faut surtout pas parler de la réalité dans les conflits armés parce qu'alors il y aurait bagarre, alors théoriquement tout le monde est favorable à ces règles, n'est-ce pas? Donc oui, il y aura un engagement, mais si cela se traduit dans un comportement sur le terrain, bah, espérons. Et puis la plupart des autres mécanismes ne fonctionnent pas en raison d'un manque de volonté politique. Il y a, vous le savez peut-être, une commission internationale humanitaire d'établissement des faits. 76 États ont accepté sa compétence et n'a jamais pu travailler conformément à son mandat prévu dans le protocole 1 parce que les États ne l'utilisent pas. Ensuite, il y a l'article 1, et Patrick, à juste titre, l'a mentionné. Il est utilisé, donc lui qui dit que les États ont l'obligation non seulement de respecter, mais aussi de faire respecter le droit humanitaire, mais il est utilisé de manière sélective sans suffisamment de sérieux et principalement contre ceux qui ne sont pas des alliés, n'est-ce pas? Évidemment, il est utilisé par plein d'États occidentaux contre la Russie, mais ils ont très peu d'influence sur la Russie. Tandis qu'en ce qui concerne Israël, on n'entend pas beaucoup d'actions pour faire respecter action. Parce qu'attention, d'abord, on commence avec la diplomatie. Et là, j'accepte que la diplomatie doit parfois être confidentielle et peut-être plus efficace. Mais si ça fonctionne pas, il faut prendre des sanctions. Et des sanctions ne peuvent pas être secrètes. Donc, et là, l'Union européenne a tout de même fait des pas très timides, mais tout de même, contre les settlers violents. Maintenant, certains États de l'Union européenne et le Canada a pris des sanctions ciblées contre certains ministres israéliens. Il y a quelque chose, mais il n'y en a pas assez. Et on devrait beaucoup plus essayer d'influencer ses amis. L'ONU, elle est inévitablement sélective et ne peut pas être plus forte que la volonté de ses membres, n'est-ce pas? Moi, tout au moins sur le terrain, j'ai toujours entendu des critiques de l'ONU. Mais c'est pas la faute de l'ONU, c'est la faute des États membres qui ne veulent pas que l'ONU soit vraiment efficace. Mais dans certains dossiers, elle peut faire la différence. N'est-ce pas quand elle a créé les tribunaux pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda, aussi en matière d'enfants soldats et de protection contre les violences sexuelles, il y a des mécanismes qui fonctionnent.
fonctionne toujours relativement, mais disons, il y a quelque chose. En plus, il ne faudrait pas oublier les organismes humanitaires de l'ONU qui font un travail considérable, et même si je suis un adepte euh, inconditionnel du CICR, je dois tout de même admettre que les organismes humanitaires de l'ONU, tout au moins quantitativement, font davantage. Maintenant, le droit international pénal. On place, à mon avis, trop d'espoir dans le droit international pénal. Tout d'abord, la Cour pénale internationale, elle a gagné, à mon avis, de crédibilité ces dernières années parce que jusqu'à il y a 3 ans, on pouvait dire, ouais, ouais, mais finalement, elle ne poursuit que des rebelles en Afrique, même pas des gouvernants en Afrique. Ensuite, il y a Poutine qui a eu un mandat d'arrêt contre Poutine. Mais là, alors, il y avait encore ceux, moi compris, qui disaient, ouais, c'est facile parce que maintenant les Occidentaux et même les Américains, à l'époque de Biden, étaient contre Poutine. Mais ensuite, ils ont osé émettre un mandat d'arrêt contre Netanyahou et son ministre de la Défense, et ça a renforcé dans les pays du Sud global considérablement la crédibilité de la Cour pénale internationale. Mais vous savez qu'elle est menacée pour le droit des États-Unis. La Cour pénale internationale est la même chose que Al-Qaïda. Si vous payez quelque chose à la Cour pénale internationale, vous tombez sous des sanctions. Et c'est pourquoi que, par exemple, le procureur, qui a d'autres problèmes, nous n'en parlons pas, n'est-ce pas, lui, il ne peut plus utiliser Microsoft. Parce que Microsoft, selon le droit américain, n'a pas le droit de mettre à disposition de Al-Qaïda ou de la Cour pénale internationale ces programmes. Ce qui serait important, ce sont des poursuites nationales par les belligérants de leurs propres argents. Et là, il y en a eu presque pas du tout. Même les États-Unis, pas sous Trump, oublions Trump. Et sous Biden, sous Obama, notre héros, sous Obama, aucun des responsables des tortures à Guantanamo n'a été poursuivi, n'est-ce pas? Et puis, bon, l'Ukraine a tout de même commencé, maintenant je crois c'est 60 000 procédures pénales pendant un conflit armé. Ça, c'est nouveau. Mais déjà à l'époque, la procureure, à l'époque c'était une femme, ne m'aimait pas du tout quand j'ai demandé combien d'Ukrainiens. En réalité, il y en a 5 ou 6 de gens qui ont lutté pour l'Ukraine. Mais même quand on lutte pour l'Ukraine, on peut commettre des crimes de guerre. Or, pour l'Ukraine, c'est plus facile de poursuivre des gens qui sont de leur côté que des Russes qui sont en Russie. Bon. Et il y a eu des progrès importants dans l'exercice de la compétence universelle, n'est-ce pas? Vous avez eu des procédures en France, en Suisse, en Suède, en Allemagne, etc. Ça, tout de même. Maintenant, je dirais, bref, il y a une certaine difficulté d'engager les groupes armés à cause de la soi-disant guerre contre le terrorisme, n'est-ce pas? Selon beaucoup, déjà parler avec un groupe armé, et tous les groupes armés sont terroristes pour l'État contre lequel ils luttent, euh, est une forme de soutien au terrorisme et est punissable selon le droit de beaucoup de pays. N'est-ce pas? Si vous voulez livrer de l'assistance humanitaire à Gaza, même aujourd'hui, vous devez faire un deal avec Hamas. Sinon, c'est pas possible. Donc, ce qui reste, c'est l'action préventive qui me semble, et je sais que Patrick est d'accord parce qu'elle a travaillé dans ce domaine, avec moi d'ailleurs, pendant un certain temps, la diffusion. Et là, il y a tout de même eu des progrès, n'est-ce pas? Aujourd'hui, dans un nombre croissant de forces armées, on forme sérieusement en droit humanitaire, encore que
Je me dis toujours, comment peut-on s'assurer que les soldats vont respecter les règles enseignées dans un contexte de guerre au vu de violations par l'adversaire, n'est-ce pas? Les troupes françaises sont assez bien formées en droit humanitaire. Mais alors, si l'ennemi bombarde Strasbourg, détruit la cathédrale, détruit la moitié des maisons et viole euh, 150 femmes alsaciennes, comment, en tant que commandant français qui lutte quelque part à Épinal, je garantis que mes soldats vont respecter consciemment, totalement et conformément à leur formation, les soldats ennemis qui vont se rendre. Ici ajoute la désinformation et la propagande, parce que toutes les parties prétendent que leur ennemi commet de violations terribles. Et ce qui est peut-être le plus préoccupant, la déshumanisation de l'ennemi. N'est-ce pas? En Ukraine, par exemple, les soldats russes sont appelés les ogres. Hmm. Et vous avez vu, les dirigeants israéliens, ils ont quelque part dit que c'est pas vraiment des êtres humains, ces types euh, du Hamas. Et quand vous parlez avec des Palestiniens, ils estiment que, après tout ce qui s'est passé à Gaza, tous les Israéliens sont simplement des animaux. Donc, cette déshumanisation de l'ennemi est tout de même un phénomène très préoccupant si on veut obtenir le respect du droit humanitaire par ses propres forces. Alors, il ne faut pas déshumaniser l'ennemi et le message de base du droit humanitaire, c'est qu'il faut respecter même les gens qui ne sont pas sympathiques et qui luttent pour une mauvaise cause. Mais je suis convaincu que le droit humanitaire survivra, car il représente la différence entre le crime et la guerre. Le crime et la guerre, dans les deux, on tue, on détruit, on chasse des gens, mais dans la guerre, il y a des règles comment le faire. Et c'est ça qui est la différence. Donc, aussi longtemps qu'il y aura guerre, par opposition à chaos total et euh, euh, situation totalement déstructurée, par définition, il y a des règles. Comment on fait la guerre? C'est ça qui fait la différence entre un soldat tue et un criminel qui tue. Il y a des règles comment on mène la guerre. Il n'y a pas des règles comment on commet des crimes. C'est simplement interdit.